bonjour à tous, très content de vous retrouver pour notre 6e CQFR de la semaine. Avant qu'on attaque les questions, vos questions, celles que vous avez envoyées sur la boîte mail cqfr.rivers@gmail.com, je tenais d'abord à vous signaler que le MOOC San Antonio est sorti. Il est disponible toujours sur le site Basket Session et les envois vont bientôt commencer. Donc vous ne devriez pas tarder à recevoir votre MOOC si vous l'avez déjà commandé. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite évidemment à aller commander ça. Quand même 240 pages, si je ne me trompe pas. Shai, Théo qui est avec nous en off. C'est ça, 240 c'est pages exactement ça. 240. J'avais un doute. 240 pages dédiées à San Antonio, l'histoire des Spurs, ses légendes, etc. Donc je vous invite vraiment à aller checker ça, que vous soyez fan des Spurs ou non d'ailleurs. Et du coup, vous l'avez entendu, il y a Théo avec nous, il y a Shai. Et Théo Théo, is c'est celui back. qui est de Théo retour. is Il est back. exactement le comeback pour nous poser les questions, nous piéger. Après quoi, 2 semaines d'absence, Théo? Ouais, c'est ça, c'est ça. Franchement, ça m'a manqué d'autant que j'ai entendu qu'on me comparait à des stars de la NBA T'as vu pendant ça? que j'étais pas là. Donc, il était temps que je revienne. Merci encore à vous tous qui avez envoyé des questions. Vous savez, c'est pas toujours, on n'a pas toujours le temps de poser toutes les questions. On va essayer de faire le max quand même pour mettre Shai et C'est ce Antoine au que, défi c'est ce que je d'y disais, répondre. ce que je leur disais, Théo, la dernière fois, vu que ces derniers temps, c'est moi qui ouvrais les mails. Tu sais, quand tu disais ah merci de nous envoyer autant de questions et tout, je pensais que tu disais ça par politesse, tu vois. Euh, En ouvrant les mails et quand tu vois 114 mails à lire, ah ouais, ok, bon, les gens sont vraiment, les gens sont vraiment chauds. Non, non, c'est clair, vous êtes au top et franchement, au-delà des questions, c'est toujours hyper sympa de vous lire parce que vous avez des mots souvent qui sont encourageants pour nous, donc on va pas lâcher. De toute façon, on va continuer à vous proposer des contenus semaine après semaine. Allez, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Une première question de José, un petit peu, vous allez voir, qui titille un petit peu les médias. Voilà ce que nous dit José. Nous dit il y a quelques semaines, les Knicks et les Mavs avaient signé des séries de victoires d'affilée et on parlait tout de suite d'eux comme d'authentiques contenders. Quelques semaines plus tard, ces deux équipes sont dans une dynamique inverse et on se demande si les Knicks passeront un premier tour et même si Dallas fera les playoffs. Comment les médias peuvent être à ce point dans la culture de l'instant? Ah, c'est des questions récurrentes, ça, sur la culture de l'instant. Les gens sont toujours intéressés par ça, hein. Mais je pense qu'on peut y répondre comme on y a déjà répondu avant, hein. C'est-à-dire que il faut se laisser la liberté de changer d'avis, d'évoluer en fonction des circonstances. Les Knicks ont perdu de 88 joueurs en 3 semaines. Alors, le statut de contender, moi, je leur donnais pas, que ce soit aux Mavs ou aux Knicks, je leur donnais pas le statut de contender, plutôt d'outsider. Mais on est obligé de changer de perspective et même d'avis sur une équipe quand elle montre des changements elle-même, que ce soit à cause des blessures ou en termes de niveau de jeu. Alors pour les Knicks, c'est plutôt les blessures. Moi, je me dis que s'ils sont au complet, ils peuvent embêter du monde à l'Est. Pour les Mavs, c'est plus, ouais, c'est plus une sorte de petit trou d'air et de difficulté, je pense. Moi, je pense qu'en fait, les médias doivent apprendre vraiment à nuancer quand il se passe quelque chose, à essayer de le mettre en perspective, de le mettre en contexte. Je pense que c'est un truc que nous, médias, dans l'ensemble, on doit faire un peu mieux. C'est vrai qu'on a tendance à un peu se laisser dicter parfois par la culture de l'instant, notamment voilà, avec Internet. Tout est instantané. Justement, je trouve que c'est quelque chose que nous, on essaye de faire. Alors du coup, je vais prêcher pour ma paroisse, je vais défendre. Comme tu as très bien dit, Shai, nous, on n'a jamais présenté les Knicks ou les Mavs comme des candidats. Même les Mavs, je me souviens qu'il y a eu ce trade PG Washington, Daniel Gafford avec Théo, justement, on a fait un podcast entier sur les gagnants-perdants de la deadline et on disait, OK, c'est des bons joueurs. Gafford, notamment, on disait que c'était un bon move. Washington, c'est cool. Mais on insistait quand même sur le fait qu'à moyen terme, on ne voyait pas non plus une équipe des Mavs beaucoup plus forte, un peu plus jeune, un peu plus athlétique, mais pas beaucoup plus forte. Quand ça a bien fonctionné pour l'équipe, on a dit, voilà, les Mavs sont en forme, mais ce n'était pas nécessairement lié que. Enfin, tu vois, il y avait le retour de Kyrie, il y avait quelque chose, mais on ne présentait pas non plus les Mavs comme un vrai candidat à l'Ouest. Et l'ironie, c'est que là, les Mavs ont perdu des matchs, mais ma position sur les Mavs, elle est la même en fait qu'avant qu'ils gagnent des matchs ou qu'avant qu'ils en perdent. C'est que c'est toujours une équipe très dangereuse parce qu'elle a Luka Doncic. Et du coup, en playoff, cette équipe, sur quasiment chaque série, sauf celle contre Denver à l'Ouest, elle aura le meilleur joueur de la série. Et c'est un facteur important. Donc, l'idée, c'est de se dire, les Mavs, ils peuvent faire mal. Par contre, ils ne peuvent pas être candidats au titre parce qu'ils pourraient être candidats éventuellement au titre, mais on trouve que l'effectif dans son ensemble, il y a quelque chose, c'est cohérent, mais il manque encore un peu de talent vraiment pour pouvoir passer un cap. Et on a l'impression qu'à chaque fois, les Mavs sacrifient des assets pour passer un cap. Juste pour les Knicks, je vais faire très vite, tu l'as dit, il y a tellement de blessures. Et même sur les Knicks, après cette deadline, pareil, je me souviens avoir dit pendant ce même podcast
qu'il faudrait voir comment ça prend la mayonnaise Bogdanovic, etc. Parce que c'est pas le type, même si c'est un joueur très fort, c'est pas le type de joueur que Thibodeau aime faire jouer. Alec Burks, c'est son chouchou, mais c'est pas non plus le vétéran le plus impactant de la ligue. Donc sur le papier, c'est très fort, mais même pour les Knicks, on aimerait voir au complet ce que ça donne. Et on n'est pas non plus en train de se dire les Knicks sont la deuxième meilleure équipe de l'Est. Je crois qu'on les a jamais cités comme tels. Et pour finir sur la culture de l'instant, il faut aussi se rendre compte, et c'est pour ça que alors je dédouane pas tous les médias qui sont dans l'excès de la culture de l'instant. C'est aussi parce que ce qui fait vendre, ce qui fait cliquer, ce qui fait réagir les gens, c'est rarement la mesure et la pondération. Alors après, il faut accepter ou non de jouer ce jeu-là. Nous, je considère qu'on essaie de le faire de manière. Alors, on a un CQFR tous les jours, donc on est obligé de réagir un peu aussi en fonction des événements et des tendances. Mais bon, il y en a plein qui peuvent pas soit se le permettre, soit qui ont choisi une stratégie de surfer sur les réactions des gens, les émotions à chaud, et c'est ça qui marche aujourd'hui. Donc c'est un peu comme ça, c'est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui. J'enchaîne avec une question de Nat. Nat qui nous dit: avec ce qu'on voit cette année et en tenant compte des composantes contractuelles et de l'âge des joueurs, quelles équipes de playoff est-on sûr de revoir en playoff dans les 2 ou 3 ans à venir? Par exemple, OKC, vu le trio Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Jalen Williams en constante progression, il est très peu probable, hormis grosse blessure, qu'il ne soit pas top 4 ou 5 à l'ouest dans les prochaines années. Donc, mis à part OKC, quelles sont les équipes dont vous pensez qu'on est sûr de retrouver régulièrement parmi les grosses cylindrées? Ouais, Denver. Denver, ouais. Denver. Et après, pour OKC, il a bien dit dans la question, t'es jamais à l'abri d'une grosse blessure. Tu joues à l'ouest. Donc, si tu as une blessure, 2 blessures, tu peux vite sortir du top 6, du coup. Parce que dans les équipes qui sont virtuellement pas dedans, tu te rends compte, tu as les Warriors, les Lakers, les Mavs. Donc, à l'ouest, c'est un peu différent. Donc, moi, je dirais Denver me semble être un safe bet. J'allais dire les Clippers, mais avec les blessures, je peux pas trop compter dessus. Voilà. Et c'est quasiment les seuls que je mettrais, je pense. Ouais, pareil que toi. Parce que Phoenix, j'aurais peut-être dit Phoenix en début de saison, mais on sait qu'ils ont aussi des joueurs sujets aux blessures. Et du coup, à l'Est, Boston, Milwaukee, sauf si Giannis décide qu'il ne veut plus faire partie de cette équipe, mais je ne crois pas qu'on en soit là. Et les Sixers des Sixers avec Embiid, mais donc ça, c'est pas une garantie non plus. Et c'est à peu près tout pour moi. Ouais, moi je dis Denver sûr, comme toi, c'est la seule équipe que je mettrais à l'Ouest. Je pense que l'Ouest est tellement chargé que c'est trop dur. Même une équipe avec Doncic, finalement, tu sais pas à tous les coups si elle va faire les playoffs. New Orleans, c'est solide et c'est assez jeune, mais tu sais pas non plus si ça va faire les playoffs. Et je parle même pas du facteur Zion, tu vois. Même s'il y avait Zion, tu te dis, bon, après, ouais, s'il y a Zion, ils seront dans le top 6, mais c'est pas une garantie. Les Clippers, c'est pas une garantie quand c'est vieillissant. Même Minnesota, là, ils font une très bonne saison. Je pense qu'Edwards est parti pour être, pendant longtemps, il va être dans le top 10 des meilleurs joueurs de la ligue. En tout cas, pendant quelques années au moins. Mais c'est pas une garantie non plus, j'ai l'impression. C'est fou de dire ça. Mais sur 5 ans, tu sais pas. Sur 5 ans, vraiment, je mettrais Denver, Boston. Effectivement, Milwaukee, faudrait voir au bout des 5 ans quand même. Et je serais tenté. Tu veux dire s'il y aura encore Yanis dans les 5 ans, c'est ça que tu veux dire? Bah ouais, et puis surtout qui serait autour de Yanis d'ici 5 ans. Il pourrait être là, mais qui serait autour de lui, tu vois? Combien de temps resterait Lillard? Parce que je parle vraiment de la fin des 5 ans. Là, je pense que tu me dis sur 3 ans, je suis sûr que les Bucks ils vont aller 3 années de suite en Ouais, playoff. c'est trop casse-gueule. 5 ans, c'est trop Mais casse-gueule. 5 ans, c'est un peu long dans la NBA actuelle. Et je serais tenté de mettre Orlando. Oh, c'est bon Je ça. pense qu'Orlando, Oui, parce qu'ils ont, grâce à la faiblesse de l'Est, oui, aussi. peut faire. Si Orlando joue à l'Est, à l'Ouest, pardon, je te dirais non. Mais à l'Est, je pense qu'Orlando, c'est un peu provoquant de ne pas mettre Cleveland. J'imagine qu'il y a un peu d'incertitude avec Donovan Mitchell sur 5 ans, parce que c'est vrai que leur équipe est quand même jeune. Mais je voilà, je vraiment, trouve ça logique. Je trouve je ça mettrais logique de ne juste pas les mettre Boston, parce qu'on Milwaukee, ne sait pas. Orlando. Mais pour Orlando, oui. Alors, même si on veut même étendre aux 5 ans, oui, Orlando, si tu as toujours Banchero et Wagner comme tandem, ça me paraît safe. Et autour, tu auras réussi à construire. Bon, pour OKC aussi, en vrai, hein, quand je disais tout à l'heure, la logique voudrait que ça se produise comme ça. C'est juste que c'est moins. Denver, je me dis tant que Jokic joue là, que Murray, enfin les mecs sont pas trentenaires, donc oui.
Ouais, j'enchaîne avec une question d'Azedine. Tout à l'heure, Antoine, tu parlais brièvement des Knicks. C'est une question sur les Knicks et plus précisément sur la gestion de l'effectif par Tom Thibodeau. Donc voici la question d'Azedine. Je pensais que depuis ses débuts aux Bulls, le gars allait un peu s'adapter, mais visiblement, l'adaptation ne fait pas partie de son vocabulaire. Il me semble toujours aussi archaïque. J'ai vu que parmi les 10 joueurs les plus utilisés de la ligue, 3 étaient aux Knicks et que les 3 étaient sur le flanc, Bronson, Randle et Anunoby. Je n'arrive pas à comprendre comment, avec son jeu aussi physique, fait de drive à outrance, euh, fait avec le jeu aussi physique qu'il demande, où il y a très peu de passes, très peu de lecture de la défense adverse, tu puisses fonctionner avec des rotations aussi restreintes. Ma question est, quand on voit les précédents de Derrick Rose ou même Joakim Noah aux Bulls, peut-on avoir peur pour la suite de la carrière de Jalen Brunson? Est-ce que le Ironman du CQFR, j'ai nommé Shai Mamou, ne serait pas le seul compatible avec Thibodeau? C'est marrant, mais je suis pas la bonne personne je suis pas la personne à laquelle il faut demander ça. J'arrive pas à être objectif avec Thibodeau. Je le défends un peu toujours contre vents et marées, tout en étant conscient des limites qu'il a dans le basket actuel en termes de dogmatisme un peu sur le temps de jeu des joueurs, sur le style. Je comprends complètement les critiques, mais j'aime bien aussi quand on rappelle tout ce qu'il fait de bien, tout ce qu'il a fait de bien dans sa carrière, tout ce qu'il apporte à une équipe. Moi, le simple fait de savoir que les Knicks, tu sais que quelle que soit l'équipe qui sera en place, les blessés, pas blessés, tu sais que c'est une équipe qui va jouer dur à 200%, un peu comme le Heat finalement. Ça reste des valeurs que j'aime bien et je sais que Thibodeau les véhicule. Par contre, oui, ça a ses limites et pour revenir aux blessures, je suis pas sûr que Derrick Rose ne se serait pas blessé ou jamais blessé gravement, même si Thibodeau l'avait un peu plus économisé. J'ai l'impression que des joueurs sont plus sujets à ça. Donc moi, j'ai envie de défendre Thibodeau et de me dire que même s'il peut paraître has-been ou old school sur des choses, il est encore adapté. Et je pense que Bronson c'est plutôt un mec solide et qui aura quand même une carrière durable en NBA. La différence que je vois entre Bronson et Rose, c'est que Bronson, il a déjà 27 ans en fait. Hmm. Et Rose, c'était dès son arrivée, ou après il n'a pas tout de suite eu Thibodeau, mais l'utilisation était un peu différente. Le style de jeu de Derrick Rose était différent. Je pense que ceux qui ont vraiment été usés par Thibodeau, c'est peut-être pas. Derrick Rose, il a été usé, enfin, c'est son jeu, quoi. Mec, déjà à l'époque où il jouait, on se disait, mais à un moment, il va se péter quelque chose. Parce que l'impression visuelle était phénoménale. Je crois qu'il n'y a que Russell Westbrook, début de carrière, qui peut éventuellement être comparé à l'explosivité de Derrick Rose. Même Ja Morant, c'était pas aussi violent, je trouve, que Derrick Rose sur les champs. Peut-être parce que Rose est plus costaud et que du coup, ça donnait une impression un peu différente. Mais là, Bronson, c'est pas tout à fait le même jeu. Il est plus âgé. Après, c'est vrai que je pense à le holding. Voilà, Azedi n'a pas cité le holding, mais le holding a été tiré jusqu'au bout du bout du bout. Tu sais, c'est quand vraiment tu sors un chiffon, mais vraiment jusqu'au bout. Alors, je suis désolé d'avoir comparé le holding à un chiffon, mais, mais vraiment, vraiment. Mais c'était des joueurs qui jouaient 39-40 minutes, par contre, là. Là, Bronson, Randle, c'est plus du 35, Anunoby 35. Il a quand même... c'est quand même 3, 4, 5 grosses minutes de moins que ce que jouait parfois le holding avec les Bulls. Donc, bon, à voir. Après, oui, c'est Thibodeau, il y a toujours eu ce truc un peu de il se renouvelle pas. Mais j'ai l'impression que ça marche quand même bien avec son effectif. Il y a un truc qui colle, quoi. Donc ouais, effectivement, en tout cas, ça fonctionne sur le terrain, en infirmerie, l'avenir nous le dira. Allez, j'enchaîne avec une question de Joachim. Hola amigos. Pendant toute sa carrière, on a été habitué à ce que LeBron vise constamment la bague, quitte à parfois flinguer entre guillemets des coéquipiers ou le futur de certaines franchises. Mais si réellement il a demandé à re-signer pour 3 ans à 60 millions de dollars la saison aux Lakers, on peut en déduire qu'il fait une croix sur une nouvelle bague. Entre parenthèses, n'importe qui, hormis un fan de LeBron, comprendra que tu ne peux pas gagner une bague quand LeBron et Eddie prennent plus de 80% du salary cap. Sachant son obsession permanente pour le débat du GOAT, quelle sera donc sa solution de repli pour améliorer sa legacy? Les Jeux Olympiques de Paris, enquiller les victoires au In-Season Tournament ou tout simplement juste durer le plus longtemps possible pour ajouter des records statistiques? Moi, je pense que quelque part, en fait, il a déjà fait une croix sur cette histoire de gagner, de gagner plus de titres pour sa legacy. Ça fait bien longtemps que ce débat-là, il est perdu. Et il était presque perdu d'avance à partir du moment où Jordan, c'était 6 finales, 6 titres. Tu vois, il y a d'autres. Franchement, ça fait bien longtemps que LeBron et son entourage et son camp, ils ont changé la narration sur ça. C'était plus le nombre de finales consécutives, la longévité, les records, la finale gagnée avec les Cavs quand ils remontent le 3-1.
C'est autour de ça. Donc, en fait, sa legacy, elle est déjà set. Maintenant, ce qu'il peut faire, c'est quelque part, c'est juste aller encore plus loin dans les chiffres et notamment être le premier homme à 40 000 points, 11 000 rebonds, 11 000 passes. Tu vois, je vois déjà des graphiques, il y aura des graphiques de comparaison Jordan, LeBron, avec des mecs qui feront des débats entiers sur le GOAT. Et dans le graphique dans le graphique LeBron, il y aura tant d'années, meilleur score de l'histoire, 40 000, 11 000, 11 000. Tu vois, des trucs comme ça, plus certains records. Only team to win the title après avoir remonté un 3-1. Tu vois. Il y aura des trucs comme ça. Et du coup, il n'a pas forcément. Les Jeux Olympiques, s'il gagne à Paris, déjà, ce qui n'est pas une garantie, mais s'il gagne à Paris, je ne suis pas sûr que ça change sa legacy, en fait. J'ai l'impression que tout est déjà set pour les Browns. Là, maintenant, c'est presque du plaisir. Moi, je suis globalement d'accord avec toi, sauf sur le point des JO. Après, j'ai cette idée-là en tête depuis qu'on a appris les nouvelles. C'est-à-dire, je suis d'accord que ça va pas, peut-être pour le regard des gens, en tout cas maintenant, ça va pas être si impactant que ça, mais pour la narration dans plusieurs années, on est toujours sur cette idée de narration. Je sais que ça en agace certains, de nos auditeurs parce que ça sous-entendrait que LeBron complote ou façonne la manière dont il est médiatisé, tout ça. C'est pas ce qu'on dit, et c'est plutôt une qualité chez lui, je trouve, c'est dans sa communication, tout ce qu'il a réussi à faire dans sa carrière. Sur les Jeux Olympiques, je pense que lui, de son point de vue, il voulait être au cœur de ce projet-là, et il est au cœur. C'est-à-dire que c'est lui qui est un peu le VRP, qui est sommé de contacter Curry, Anthony Davis, toutes les autres stars de KD. C'est comme ça que ça a été présenté dans l'article initial de The Athletic à l'époque. Je pense que c'est important pour lui. Il veut pouvoir dire, moi aussi j'ai eu une forme de Dream Team, même si c'est la 2.0, une imitation. J'ai été à la tête de ce qui est peut-être l'équipe la plus forte de tous les temps après la Dream Team. Et lui, il le voit comme ça, à mon avis. Lui, il se dit, je veux être la tête de gondole d'une de ces équipes all-time, dont on parlera peut-être dans 20, 30 ans dans des documentaires, en disant, regardez, il y avait LeBron, Steph Curry, Kevin Durant, peut-être d'autres joueurs qui après seront devenus des aspirants au top 10, top 15 all-time. Et lui, de son point de vue, je pense que c'est important. Donc lui, dans son objectif de fin de carrière, je suis d'accord pour les titres, je pense qu'il a renoncé à rattraper d'autres glorieux anciens. Mais pour les JO, par exemple, je pense que c'est important pour lui. Et la longévité, plus le petit facteur qui est forcément mis entre pointillés avec ses fils, c'est des choses importantes pour lui, à mon avis. Ouais, t'as raison. Avoir sa Dream Team, ça donne un aspect en plus. Sur les Jeux Olympiques, il sera toujours derrière Diana Taurasi et Sue Bird, par contre. Allez, question pour le nombre d'Olympiades. Surtout que Taurasi va peut-être faire les prochains. Donc. Je vais pas lancer Shai sur cette question parce que sinon on va suspendre par YouTube. J'enchaîne avec une question de Pierre qui nous dit: j'ai vu des rumeurs de Trae Young qui aimerait jouer aux Spurs. Est-ce que vous y croyez? Dans l'idée, bêtement, est-ce que si tu lui demandes aujourd'hui, en off évidemment, parce que sinon il va prendre une amende, t'aimerais bien jouer avec Victor Wembanyama et être au démarrage d'une équipe comme ça? Je pense qu'il dit oui, parce que leurs styles de jeu sont théoriquement complémentaires. Après, est-ce qu'il va cibler un trade spécifiquement aux Spurs, une requête de trade là et que c'est son objectif? Non, je pense pas. Ouais, moi, je crois pas trop non plus. En fait, ça dépend. Est-ce qu'on croit au fait que Trae Young y veut? Est-ce qu'on croit au fait que les Spurs vont le faire, que les Hawks vont le faire? Ça dépend comment on pose la question. Est-ce que lui, dans sa tête, il se voit éventuellement ailleurs qu'à Atlanta? Sans doute. Il en a parlé, d'ailleurs, j'ai pas regardé, mais il y a eu une interview avec Taylor Rooks ou Malika Andrews, Taylor Rooks, je crois. Et je crois qu'il aborde le sujet des rumeurs directement. Il l'aborde. Alors, je sais pas s'il aborde directement les Spurs, ça, je pense pas. Mais il parle des rumeurs et j'ai pas écouté ce qu'il a dit, mais il peut s'imaginer sans doute ailleurs qu'à Atlanta. Il peut éventuellement s'imaginer avec Wembanyama. Je suis même pas sûr que ce soit sa destination première, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait effectivement avoir du sens. Maintenant, moi, j'ai l'impression que ça, c'est quand même un espèce de fantasme. Il y a vachement ESPN qui d'ailleurs, commence déjà à tourner là-dessus. Au fait, Wembanyama, il va vouloir gagner vite. Et j'ai l'impression que c'est plus... Ils décryptent un caractère et du coup, ils lui prêtent quelque chose. C'est-à-dire que Wembanyama, il va lâcher des phrases d'or. Winning is fun. Je veux gagner. Et du coup, ils créent un caractère autour de ça de attends, regarde, il aime gagner, il veut gagner, donc il va pas être patient. C'est logique, tu vois. Ils créent un pont où il n'y a pas de pont. C'est eux qui créent ce pont. Et tu te retrouves avec tout un article autour de les Spurs, peut-être qu'en fait, ils vont devoir sacrifier le processus, il faudra accélérer, il faut gagner. Ils ont un joueur super fort. Et on en a parlé dans la late session mardi dernier. Moi,
vous pourrez regarder le replay sur YouTube, je trouve pas que ce soit une bonne idée d'accélérer tant que ça ce processus. L'intérêt est plus de trouver des joueurs qui peuvent grandir avec Wembanyama. C'est vrai que Trae Young, pour le coup, il a que 25 ans, ça passe encore niveau âge, mais faut se rendre compte que les Hawks vont demander pour Trae Young 3-4 pics, sans doute un mec au moins parmi les jeunes des Spurs, et 3-4 pics, je suis peut-être léger, hein, peut-être plutôt 4-5. Tu vois, Donovan Mitchell, c'est 5 pics. Ou 5 pics, je crois, avec des swaps. Donc au final, les Spurs hypothéqueraient tout l'avenir futur juste en se disant, bah tiens, notre duo, c'est Wembanyama, Trae Young. Mais tu sais pas encore si Wembanyama, Trae Young, ça peut t'apporter quelque chose. Et va seul. Ok, tu as un trio intéressant, mais je pense que ça vaut pas le coup, ça en vaut pas la chandelle d'accélérer le processus. Ce qui est intéressant, c'est qu'en réaction de tous les articles d'ESPN, il y a un journaliste qui est basé à San Antonio, qui lui, pour le coup, a dit, mais c'est le mec le plus patient dans ce rebuild, c'est Wembanyama. Donc, il n'y a pas de volonté de suraccélérer le processus. Donc, moi, je ne crois pas trop à toutes ces rumeurs d'une star qui viendrait à San Antonio. Trae Young, par exemple, j'y crois pas particulièrement. Allez, j'enchaîne avec une question de Phil qui nous dit... alors, c'est une question équipe de France. Voilà. Ma petite question de la semaine porte sur le poste de meneur en équipe de France où le changement de génération peine à opérer. C'est un sacré bordel, rayé, remplacé par chantier. C'est un sacré chantier en perspective. Si on prend d'abord les NBAers, Hayes, Nilikina et Maledon se sont fait couper récemment et ont globalement passé une année à couper les citrons sur le bord du terrain. Côté européen, on a le drama russo-fédérationaux multiplo rebondissimo entre Hurtel et la FFBB digne des Marseillais à Dubaï. On a deux colos qui peuvent occuper ce poste, mais qui multiplient les blessures et semblaient en bout de course au dernier mondial. On a quelques jeunes prometteurs, mais sans grande expérience à ce niveau, Strazel, Ifi, Francisco. Et pour finir, on a Albissi, toujours fidèle au poste pour mordre les meneurs adverses au mollet et distribuer le jeu, mais dont je doute qu'il puisse être le seul à porter cette charge. Bref, vous me voyez venir. Quelle solution voyez-vous à court et moyen terme pour combler ce manque, pour être à la fois performant et préparer la suite? Ouais, c'est dur, hein, parce que c'est vrai que en début de saison, quand on commençait déjà à envisager les JO, on se disait ah, pourquoi pas Kylian Hayes, il joue en NBA, il a un profil playmaker, mais bon, là, c'est-à-dire que là, il est coupé, et je ne sais pas s'il va rejouer avant la fin de la saison, enfin, s'il aura des minutes compétitives. Nilikina est coupé, pareil, on ne sait pas où est-ce qu'il va. C'est deux joueurs qui me semblaient pouvoir. Enfin, Nilikina, on a déjà vu en équipe de France, on sait qu'il peut apporter, et du coup, c'est un peu l'impasse. Moi, j'avoue que j'en suis à me dire que. Il faut mettre des joueurs plus jeunes et compter sur le playmaking des autres, plus expérimentés peut-être. Du playmaking de Victor, du playmaking de Batum, de Colo, je sais pas. Ça me semble effectivement compliqué. Je ne suis pas forcément pour rappeler Thomas Hurtel à tout prix. Je pense que c'est un excellent joueur qui a une belle histoire avec l'équipe de France, mais que c'est pas lui qui va nécessairement tout changer, contrairement à ce qu'on a pu nous faire croire avec son absence récente. J'avoue que je souhaite bon courage à Vincent Collet pour ce poste de meneur. Je suis pas convaincu, moi, par l'idée de mettre plus jeune, tu vois. Ouais. J'ai plus jeune sur une compétition aussi importante à domicile où tu veux absolument prendre des finales, tu peux pas te permettre de faire. Enfin, je trouve que tu peux pas te permettre de faire venir un mec jeune qui aurait pas l'expérience du groupe, sauf si on avait vraiment un. Tu vois, Wembanyama, c'est pas pareil, il est jeune, mais tu sais déjà que ça va être le patron de l'équipe. Même le cas Kylian Hayes, très souvent défendu, que je trouve intéressant. Je pense que Kylian Hayes doit être dans les listes élargies, mais je trouvais ça un peu exagéré à chaque fois de se dire ah ben non, mais si on a un meneur, c'est Kylian Hayes qui doit être titulaire, on n'est pas sûr, il a jamais joué avec ce groupe, c'est pas le même basket. Pas parce que tu joues en NBA. Regarde Timothée Luwawu-Cabarrot, super joueur au passage, hein. Il est joué en NBA, ça voulait pas forcément, et il avait un rôle à peu près similaire à celui de Kylian Hayes en NBA pendant quelques années. Ça veut pas forcément dire qu'après en équipe de France c'est un joueur majeur, tu vois, et il a été bon aussi en équipe de France, mais c'est juste pour essayer de faire un espèce de parallèle. Je pense que là, au final, Vincent Collet, il va devoir faire ça avec Nilikina, qui serait intéressant, s'il est en forme, s'il est en bonne santé, ou éventuellement peut-être Andrew Albissi. C'est pas. Je pense qu'Albissi va réintégrer le groupe parce qu'on a vu qu'au niveau leadership et tout ça, et je pense. Ouais, tu voulais parler de Sylvain Francisco. Vas-y. Non. Alors oui. C'est plus moi parce qu'on sait. Voilà, je pense que les gens savent quelle affection je porte pour lui. Moi, je le mettrais bien parce qu'il fait une super saison avec le Bayern, parce qu'en équipe de France, il a pas froid aux yeux. Je sais pas si tu peux lui faire jouer 35 minutes dans un match de JO, mais voilà. Je te laisse reprendre sur ton idée. Non, mais je prends Francisco dans le groupe, juste peut-être pas meneur titulaire, parce que j'aime bien son profil en fait de joker offensif. Non, mais il y a une piste, mais on va faire la naturalisation comme les Espagnols, mais il y a un certain Mike James, quoi. Ouais. C'est le meilleur joueur d'Europe aujourd'hui, hein, ou pas loin, tu vois. Et alors, je te dis pas que c'est ce qu'il faut faire.
Mais Alors c'est une si, option. c'est plutôt, je pense que c'est plutôt ce qu'il faudrait faire peut-être, de C'est façon presque. pragmatique, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire moi. Ouais, 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 non, mais je comprends pourquoi, tu vois. Mais en tout cas, c'est un joueur qui collerait aux besoins, qui est expérimenté, qui est très très fort en FIBA, qui serait un leader offensif pour cette équipe. Et si ton 5, c'est, je sais pas, Mike James, Fournier, Bilal, Wembanyama, Gobert, J'ai assez critiqué l'Espagne c'est pour solide, hein. Lorenzo Brown. J'avais des réticences sur même Embiid avant que on Oui, sache oui, qu'il était naturalisé et puis tout ce qui s'est passé. Je pourrais pas. Enfin, si, je veux dire, à partir du moment où les mecs sont là, il est dans le groupe, je vais pas pendant la compétition dire ah, Mike James, quelle honte et tout. C'est juste que sur le principe, si on peut éviter, quand tu as un pays qui a le vivier, le réservoir, alors là, on est en train de dire qu'il y a pas, que ça manque de monde, mais on a un pays qui théoriquement a une formation et des joueurs qui devraient nous permettre d'éviter des naturalisations. Et j'aime pas que l'Espagne ait fait ça non plus parce qu'eux aussi, ils ont un vivier. Donc voilà, c'est plutôt ce qu'il faudrait faire. C'est évidemment en termes de niveau de jeu, Mike James, c'est upgrade immédiat. Mais moi, c'est pas ce que j'aurais envie de faire en tant que même que fan, que spectateur extérieur. Mais je le comprends, et on va peut-être en arriver là, hein. on verra bien. Ouais. Allez, question de Gabriel. Euh, il a une question donc, au sujet d'Anthony Edwards. Pensez-vous qu'Anthony Edwards doit absolument partir de Minnesota s'il veut gagner un titre un jour? Peut-il espérer gagner avec les Wolves? Qu'il parte ou qu'il reste, pensez-vous qu'il pourra mener une équipe au titre en tant que franchise player? Il y a plein de questions différentes là. Est-ce qu'il doit absolument partir? Non. Tu dois jamais absolument partir d'une équipe. Tu peux choisir d'être fidèle et aussi longtemps que possible. En tout cas, Damien Lillard, je pense pas qu'il était obligé de partir de Portland. Après, pour gagner, c'est peut-être plus simple, évidemment, dans les faits, de s'allier à d'autres superstars et de quitter la franchise qui t'a drafté. Est-ce qu'il peut? C'est une autre question. Parce que là, on sait qu'au niveau, sur le plan salarial, ça commence à coûter très cher à Minnesota à partir de l'année prochaine. Ça va dépendre de sa propre évolution à lui, je pense, hein. S'il devient le joueur Antoine, tu parlais tout à l'heure de top 10, que ce serait un joueur durablement dans le top 10 de la ligue. Si c'est le cas, en théorie, il n'a pas besoin de changer de franchise. Non. La franchise a besoin de bien travailler autour de lui et de bien l'encadrer, d'encadrer sa montée en puissance, mais je ne pense pas que tu aies besoin de partir. Voilà, ce que je pense en tout cas. Moi, je pense qu'il faut commencer par la dernière question. C'est déjà de se demander est-ce que Anthony Edwards sera un jour un joueur qui peut mener une franchise au titre? J'ai encore quelques réserves là-dessus. Et je pense que ça sera un très très bon joueur, un multiple All-Star. Mais je ne sais pas s'il sera de ce calibre. Je sais qu'il y a des comparaisons avec Jordan parce que c'est marrant. Il y a un truc avec le Jordan des années 80. Anthony Edwards est une superstar. C'est déjà une superstar et ça sera une superstar de cette ligue. Mais je ne suis pas convaincu que ça sera un mec de la race des plus grands. En tout cas, après, voilà, j'ai regagné en optimisme vis-à-vis de lui, mais j'avais quand même quelques réserves des fois sur sa personnalité. Évidemment, c'est un gars que je ne connais pas personnellement, donc c'est un peu un regard extérieur qui peut être injuste. Voilà. Tout ça pour dire que je ne suis pas convaincu qu'il fasse partie de ce lot-là et que du coup, à partir de ce moment-là, s'il est à Minnesota en tant que franchise player, je ne suis pas sûr qu'il pourra les mener au titre. Moi, en tant que fan, dans mon expérience de vie de fan, j'ai jamais vu les Timberwolves vraiment lutter pour le titre, même avec Kevin Garnett, même l'année où ils font finale de conférence. Donc, j'ai du mal à m'imaginer cette franchise un jour lutter pour le titre. Mais je pense qu'avec Edwards et McDaniel, Edwards, ils ont déjà la star qu'il faut, la superstar, et effectivement, il faudra bien l'entourer autour. Ils ont sacrifié beaucoup d'assets pour Rudy Gobert. On verra. Il y a beaucoup qui sont partis. On verra jusqu'où ils peuvent aller. Aujourd'hui, je ne les vois pas gagner le titre et je ne les vois pas gagner le titre dans un futur proche, mais ils seront de plus en plus. Ils sont compétitifs. Et à partir de là, il y aura des choix à faire et tout dépendra du management, quoi, en fait. Après, tu disais que de notre vivant, on n'avait pas vu les Wolves être vraiment prétendants au titre, c'est assez vrai, parce que même quand KG était MVP, il y avait des limites. Mais on n'avait pas moi, de mon vivant, j'avais pas non plus vu Toronto être un prétendant au titre, un vrai prétendant. J'avais pas vu les Bucks avant qu'ils gagnent non plus. Oui, bien sûr. J'avais pas vu Denver, Théo, tu fais bien de. Donc, on est peut-être à une époque aussi où des nouvelles franchises espèrent émerger. Ils ont des nouveaux proprios. Donc, je pense que ça peut encore. C'est pas l'argument que je mettrais. Mais on est habitué à la loose. On a été habitué à la loose des Clippers pendant des années. Ils ont d'ailleurs toujours pas fait de finale NBA. Donc, les habitudes, on la vie dure. Hein. C'est normal c'est logique d'être sceptique sur les Wolves de toute façon. Mais sur Edwards, j'ai envie d'être optimiste sur le joueur en lui-même.
Après, on enregistre ça alors qu'il vient de sortir un match à 44 points et avec des et avec un contre exceptionnel à la toute fin à la toute fin du match. Donc forcément, ça incite à l'optimisme. Mais, ouais, j'ai envie d'être optimiste pour Minnesota. D'ailleurs, le joueur, j'ai pas trop de doutes, hein. C'est la Ouais, la personnalité. Parce que j'ai personnalité aussi, l'impression qu'en je fait, suis d'accord. après, le talent peut te mener jusqu'à un certain point, mais il faut quelque chose en plus après. Et je sais pas s'il a ce truc en plus. Mm. On verra. On Mais verra. par contre, tu as tout à fait raison. C'est vrai qu'on n'a pas vu Denver. La NBA telle qu'elle est faite, il y a des nouvelles équipes qui se développent, c'est normal. Même pour les plus vieux comme moi, jamais on aurait imaginé les Warriors ou même les Clippers faire partie des contenders Ouais. il y a quelques années. Allez, j'enchaîne avec une question de Michael, justement, puisqu'on parle d'équipes de l'Ouest. Sachant qu'à l'Ouest, les 4 premières places devraient appartenir à Minnesota, OKC, Denver et aux Clippers, quel affrontement du premier tour vous hyperait le plus, sachant que les 4 autres spots se joueront entre Phoenix, New Orleans, Dallas, Sacramento, Lakers et Golden State. Pour ma part, j'adorerais voir un Minnesota-Golden State car je suis persuadé que les Warriors pourraient faire l'upset. Donc c'est quelle affiche on aimerait voir du coup, c'est ça? Au premier tour à Ouais, l'Ouest, ouais. Quel est Mais une seule ou pour chacun des 4 premiers, quoi? Je pense que c'est l'affrontement. Donc l'affrontement qui vous ferait le plus kiffer au premier tour. Faut voir ce qui est possible du coup. Ce qui est réaliste, c'est encore assez serré en gros de la Moi, je l'ai. 5e à Moi, la moi, je les regarde. Un 10e. Denver Vas-y. Phoenix au premier Ouais, tour, ça serait de la boucherie. je suis d'accord. Et ça veut dire que là, théoriquement, on a OKC Sacramento, ça m'hype moyen. Ouais, je suis d'accord avec celle-là. Dans l'idée, j'aurais aimé un. Est-ce qu'un Clippers Lakers est possible au premier tour? Non. Non, parce que les Lakers pourront pas Non, remonter assez, je c'est pense. Ils peuvent pas à la 5e, ils ont 4 victoires, donc non. Je suis assez d'accord avec le tien. Le Wolves Warriors, de toute façon, toutes les séries vont m'intéresser, mais je suis d'accord sur le fait que ça Mavericks peut être un Thunder. upset, mais ça m'excite pas plus que ça. Mavericks Thunder peut être sympa. Mais bon, je suis pas. Ouais, carrément. Moi, j'aurais dit un Mavericks Clippers, mais comme toi, Shai, Dallas a peu de chances de remonter suffisamment pour pouvoir jouer les Clippers, je pense. Allez, j'enchaîne avec une autre question de Kikish. Donc, j'entends souvent l'argument selon lequel les coachs, scouts ou GM de la ligue auraient plus d'infos que les gens du fait de voir les joueurs de l'intérieur et qu'ils ne seraient pas affectés par le maelstrom des réseaux sociaux ou des médias. Mais voilà, à chaque fois que j'entends ça, je repense à la fois où Steve Kerr a avoué avoir eu une mauvaise image de Javale McGee avant qu'il n'arrive aux Warriors à cause de Shaqtin O'Foul. On parle d'un coach reconnu et d'une émission dont on sait que le propos est de déconner. Donc ma question est, les staffs en NBA sont-ils vraiment imperméables à tout cela? Regardent-ils vraiment plus de matchs que le fan lambda et se renseignent-ils vraiment sur la personnalité des joueurs à l'intérieur des franchises plus que sur l'image extérieure qu'on s'en fait? Je pense à l'effet négatif, comme McGee ici, mais aussi peut-être pour Killian Hayes, qui n'a peut-être pas de contrat, vu la merde qui est dite et montrée sur lui sur les réseaux sociaux, mais aussi dans le positif avec des joueurs qui obtiennent des contrats, même quand ils finissent par être cramés, PJ Tucker ou Danny Green sur la fin par exemple. Je pense pas que les réseaux sociaux influencent les GM et les. Enfin, vraiment pas. Pour le coup de Maggie, donc bon, c'était pas sur les réseaux sociaux, c'était une émission prime time que tout le monde regardait et le côté loufoque a pris le pas et tout le monde s'est rendu compte après que Maggie était un très très bon élément de vestiaire. Je pense qu'ils ont effectivement. Enfin, c'est pas qu'ils ont plus d'infos, c'est qu'ils se renseignent pas de la même manière que le fan lambda. Quand ils ont besoin de savoir si tel ou tel joueur vaut le coup d'être recrutés, ils vont directement demander à l'ancien coach, à l'ancien GM, aux gens qu'ils côtoient, si eux-mêmes n'ont pas cette information-là, ou à des agents. Je pense qu'ils sont effectivement mieux informés et ils ne vont pas se baser sur des internautes qui vont dire ça ou ça, même si c'est des fans de la franchise en question, ouais, machin, il est comme ça. Je pense c'est dans ce sens-là qu'ils sont les mieux informés. Et je pense qu'ils sont plus imperméables que ce qu'on pourrait croire aux réseaux sociaux. Nous, forcément, on les consulte fréquemment. Parfois, on tire des infos de ce qu'on lit dessus, mais globalement, eux, je les crois mieux informés. Ouais. Je suis d'accord avec toi, et en même temps, je suis quand même un peu d'accord avec Kikish. Je pense que ça dépend des staffs.
Mais je partage ton avis, tu vois. Ils ont sans doute d'autres moyens de s'informer. Ils ont la possibilité de se renseigner auprès des agents, des managers, des coéquipiers. Comme tu l'as dit, tout ça, je valide complètement. Mais il y a un autre truc, moi, qui me met la puce à l'oreille parfois, c'est les GM ou coachs qui s'expriment de manière anonyme dans certains gros médias comme The Ringer ou The Athletic. Et des fois, il y a des takes des coachs ou des GM, tu vois. C'est vraiment les mêmes takes que ce qui se dit globalement, qu'est-ce qui est un peu un cliché sur certains joueurs, en bien comme en mal, sur Internet. Donc, je pense pas qu'ils écoutent un internaute ou les mecs qui tweetent. Mais quand ça devient un message global, c'est plus juste les tweetos, tu vois, c'est une image ou une étiquette qui est collée à un joueur par plein de personnes qui, a priori, seraient peut-être a priori moins légitimes, peut-être, mais la force du nombre fait que des fois, ça colle une certaine étiquette. Et franchement, des fois, il y a certains avis de GM où tu te dis, mais en fait, là, il dit juste ce que tout le monde pense sur Twitter, mais c'est pas forcément vrai, tu vois. Donc, je serais quand même un poil méfiant. Je dirais que dans l'ensemble, effectivement, ils sont mieux renseignés, mais ça dépend quand même de jusqu'où ils font le taf sur des joueurs qu'ils n'ont pas au quotidien, tu vois. C'est-à-dire que sur leurs joueurs, évidemment, ils sont mieux renseignés. Sur les autres, ils ont la possibilité d'être mieux renseignés, mais je ne sais pas s'ils ont toujours ils font toujours la démarche pour être mieux renseignés. Parce que pour Killian Hayes, c'est vrai que si tu regardais le Twitter les lendemains de match, la fanbase des Pistons était terrible avec lui. Enfin, c'était le pire joueur de l'univers. Plus les mecs qui avaient dû parier sur le fait qu'il ferait plus de 5 passes ou 6 passes, je sais pas. Mais il prenait très très cher sur les réseaux. Donc est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles il n'est pas repris? Je sais pas. On entendait plus, et aussi sur les réseaux, des gens qui disaient il paraîtrait qu'il n'a pas une éthique de travail irréprochable, machin, machin. C'est plus ça, c'est ces rumeurs-là qui peuvent faire mal si les GM derrière font pas le taf. Mais ouais, non, mais t'as peut-être raison, hein. Je suis d'accord qu'il y a, en tout cas à la télé américaine, il y a parfois des opinions qui semblent être relayées ou téléguidées par les réseaux plus que par du travail de fond. Mais les pros du domaine, les GM et ceux qui sont censés faire le job, je trouve que globalement, ils le font quand même correctement. Et après, pour ce qui est des matchs, je pense que il regarde les GM, les staffs techniques et les staffs de scouting regardent un match de nombre incalculable dans le détail. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas photo par rapport aux fans lambda en tout cas. Ouais. Allez, j'enchaîne avec une question de Arnaud qui nous demande: Rudy Gobert est-il toujours favori numéro 1 pour le titre de défenseur de l'année? Oui. Ouais, je pense. J'essaie de réfléchir. Du coup, c'est vrai que je me suis pas penché sur la question récemment, tellement ça me paraissait couru, enfin pas couru d'avance, mais il y a d'autres très très bons joueurs défensifs cette saison. Mais alors, quelles seraient les alternatives? Est-ce que c'est pour ouvrir à Wembanyama la question? Ah, si c'est ça, non, il faut pas. Moi, je serais très gêné que ce soit Wembanyama Ce sera pas Wembanyama. Ça sera pas Wembanyama, mais je serais même pas surpris qu'il finisse dans le top 3 du vote, et je trouverais ça pas tout à fait normal en fait. Après, lui, il peut pas. Enfin, là où c'est pas de la faute de Victor, c'est que quand il est sur le terrain, les Spurs, c'est une top 5 défense. Oui, mais c'est aussi lié à. Enfin, c'est une top 5 défense au nombre de points sur 100 possessions. Mais après, oui, il y a un impact évidemment grand de Victor, mais ça. Comment dire? Je trouve pas qu'aujourd'hui, Victor Wembanyama. Enfin. Ah, pardon. Je veux chercher la phrase exacte. Je ne pense pas que ce soit un meilleur défenseur que Bam Adebayo. Il a peut-être un plus grand impact défensif que Bam Adebayo. Je sais pas, il y a une nuance pour moi entre les deux. Il a peut-être un plus grand impact défensif, mais je suis pas convaincu que ce soit un meilleur défenseur. D'ailleurs, c'est bien. Cette semaine, il y a eu les 45 points d'Alperen Sengun sur Wembanyama. Ça va me permettre d'avoir un peu plus de matière. Mais il fait encore des erreurs parce qu'il apprend. Il apprend. Le jeu est encore rapide pour Wembanyama sur certains aspects. Il y a encore des moments où Wembanyama, sur le placement, oui, les contres et les steals, il est tellement grand, il a une capacité à couvrir tellement d'espace, et c'est là que je parle d'impact, qui peut des fois faire des ratés et quand même contrer la balle, tu vois. Donc il a un vrai impact défensif. Mais je suis d'accord avec ce qu'a dit Draymond Green, tu vois, quand il dit que ce serait un peu bizarre que Wembanyama soit élu meilleur défenseur. Ce qui est sûr, c'est qu'il en prendra dans sa carrière, et il en prendra, à mon avis, un paquet. Oui. Mais là, je trouverais ça un peu injuste qu'aussi jeune, il soit nommé Defensive Player of the Year en étant dans une équipe qui est classée dans le top 10, voire top 7 des moins bonnes défenses de toute la ligue. Donc mais bon, après voilà, il a des chiffres qui parlent pour lui, les blocs et les interceptions, ça va parler pour lui, mais je pense qu'il faut attendre un peu pour Wembanyama. Je ne sais pas si c'était ça que sous-entendait notre auditeur. Je pense que Rudy Gobert est assez largement dans la course parce qu'en plus,
Edwards n'aura pas le MVP. Les Wolves sont pas partis pour avoir forcément un autre trophée. Généralement, quand tu finis premier de ta conférence, tu prends quand même un peu un trophée. Il y a un peu cette espèce de truc de récompense de la saison. Alors peut-être que Chris Finch sera le coach de l'année, mais je serais pas étonné quand même que Gobert il aille prendre. En plus, il y a du vrai renouveau chez Gobert. Tu vois, ça va même au-delà de son impact défensif. Au final, c'est juste qu'il fait une très bonne saison. Toujours se souvenir de la narration. C'est vrai que c'est dommage, mais encore une fois, les journalistes qui votent ou ne regardent pas tous les matchs. Il faut trouver des histoires aussi. Il y a une partie historique derrière les trophées. C'est comme ça. Il y a une partie de narration. Et je pense que Rudy Gobert. Après, si tu me demandes à moi, je te dirais Derrick White, c'est peut-être le meilleur défenseur de la ligue. Mais il ne sera pas élu Defensive Player of the Year, tu vois. Non, je pense que ce sera Rudy et que ça fait une belle histoire d'un 4e trophée de DPOY et ce sera très bien, ce sera pas immérité en plus parce que Minnesota a vraiment une grosse défense et qu'il est le point d'ancrage de l'équipe et que s'ils sont aussi bien classés, c'est aussi parce qu'il est là et qu'il contamine, qu'il inspire les autres autour défensivement, je pense. Ouais, et puis la différence avec Derrick White, effectivement, ce qui plaît dans la faveur de Rudy, je pense, c'est qu'il a fait de Minnesota une bonne équipe défensive parce que c'était quand même pas l'historique de cette équipe, alors que Boston était déjà fort, malgré tout. C'était déjà dans l'ADN de l'équipe, disons. Ouais. Allez, question de Maxime. J'aurais souhaité avoir votre avis sur la saison de Scoot Henderson. Il y a un an, on l'annonçait NBA Ready, principal rival de Wemby pour le trophée de Rookie of the Year. Au final, saison très décevante et pas mal de pépins physiques. Quel est selon vous son plafond ? Les Blazers doivent-ils le considérer comme leur go-to guy pour les années à venir ? Antoine, le représentant des Portland Trail Blazers. Je pense que le go-to guy des Blazers, pour l'instant, il est déjà désigné, c'est Anthony Simons, plus que Scoot Henderson. Il y a eu des pépins physiques, tu vois, notre auditeur l'a souligné. C'est difficile de juger un mec qui a eu autant de pépins, surtout qu'à un moment, quand il enchaînait les matchs, il avait commencé à plutôt bien se montrer, Scoot Henderson. Donc je pense qu'il y a quand même encore un potentiel intéressant. Par contre, c'est vrai que là où je le rejoins, c'est qu'on l'a présenté comme un joueur très NBA ready. Et en fait, je pense que l'erreur qu'on a fait, c'est de considérer la J-League. En fait, il faut qu'on arrête de donner du crédit. Je veux me battre là-dessus, ou trop de crédit, on peut en donner un peu, mais il faut arrêter de donner trop de crédit à la J-League. Et notamment au J-League Init, qui d'ailleurs va peut-être disparaître. Il y a des discussions sur l'intérêt du J-League Init. C'est peut-être une équipe qui va disparaître maintenant que la NCAA permet à ses joueurs stars d'avoir un peu d'argent. Le Init va peut-être disparaître. Je pense qu'en fait, cette ligue, c'est trompeur. Je pense que c'est trompeur et ça aurait été plus intéressant de voir Scoot Henderson au final dans un paramètre NCAA. Après, voilà, je ne sais pas pour son plafond, j'en ai aucune idée, mais je reste persuadé que ça reste quand même un talent très intéressant qui mérite d'être développé, quoi. Ce qui est décevant, c'est le nombre de matchs qu'il a joué et les blessures avec lesquelles il doit composer, quoi. Là, il n'a pas joué depuis. Ça fait pas loin d'un mois qu'on ne l'a pas vu, je crois. Il a joué qu'une 40aine de matchs et dans ces matchs-là, il n'a pas été fantastique. On a vu des flashs de talent. Mais comme je l'ai répété à chaque fois qu'on en a parlé de Scoot Henderson, je ne vais pas le condamner là-dessus. C'est un contexte particulier. Il y a ses concurrents parmi les rookies sont assez exceptionnels entre Victor et Chet Holmgren. Et il n'y a pas que. Brandon Miller fait aussi une excellente saison. Moi, j'attendrai de me prononcer à la saison prochaine. C'est sûr qu'on aurait espéré mieux. On aurait espéré plus de matchs joués, plus d'adresses, plus de plein de choses, moins de turnover peut-être. Mais laissons-lui du temps. Ce ne serait pas le premier à faire une saison rookie poussive ou décevante et après à s'avérer être bon. Je pense que c'est pas directement contre Chauncey Billups, mais je suis pas sûr que ce soit le coach idéal pour développer une équipe de jeunes non plus. Attendons de voir ce qui va se passer à Portland la saison prochaine et après on pourra être peut-être un peu plus catégorique sur Scoot Henderson. Allez, je vous propose d'enchaîner avec un petit quiz. Merci au passage, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir essayer de vous faire la peau de Shai et d'Antoine tous les samedis. Allez, salaud. Là, on va partir avec le quiz qui nous a été envoyé par Michael. Mais merci aussi à Aurélien qu'on a envoyé d'autres. On se les garde de côté pour d'autres épisodes. Celui-là m'a bien plu parce que donc il y a une thématique pour Shai, une thématique pour Antoine. Attention, hein, je pourrais vous donner l'adresse mail et l'adresse postale de la personne en question si vous avez un bif à régler avec lui. Donc pour Shai, c'est 5 questions pour des joueurs de petite taille. Pour Antoine, ce sont 5 questions germaniques. Ah ouais. Donc attention, ça va être chaud. Sympa.
Allez, je commence. Première question pour Shai, je tiens le score bien sûr. Shai, première question. Quelles sont les 2 franchises NBA pour lesquelles a joué Facundo Campazzo? Campazzo, Denver et Dallas. Mauvaise. Denver et Dallas, absolument. Bonne réponse pour Shai, pardon. J'ai eu peur. Ouais, non, bonne réponse pour Shai. Allez, j'enchaîne avec la première question pour Antoine. Antoine, sache que Julien de Schuttner te regarde. À une place près, à quelle place est actuellement Dirk Nowitzki dans le classement des meilleurs scoreurs all-time en NBA? 6. Bonne réponse, Antoine. Bravo, vous êtes excellent. Shai, à 2 cm près, quelle était la taille de Muggsy Bogues, plus petit joueur ayant évolué en NBA? À 2 cm près, là, attends, faut pas que je dise de bêtises. 1m59. Wouhou, pas mal. 1m60, donc c'est bon, ça compte. Bonne réponse pour Shai. Antoine, en 1996-1997, l'Allemand Sean Bradley finit meilleur contreur de la Ligue avec 3,1 contre de moyenne. Il joue la deuxième moitié de saison à Dallas où il passe 8 années. Mais de quelle franchise provenait-il? Je sais pas, Milwaukee? Je crois que je le sais. Je sais pas du tout. Vas-y, Shai, tente ta chance. Est-ce que ce serait pas les Nets? Absolument. Bonne réponse pour Shai. J'aurais jamais deviné. Ouais, c'était dur, ça. Sean Bradley. Beaucoup ont essayé beaucoup de ceux qui l'ont vu De jouer ont ensuite postériser. essayé de l'oublier, surtout. Allez, troisième question pour Shai. Isaiah Thomas, pas celui des Pistons. Isaiah Thomas est le dernier meneur iconique de Boston. Entre parenthèses, on a tous oublié Kyrie. Mais pour combien d'autres franchises a-t-il joué? 5, 7 ou 9? 5, 7 ou 9. Parce qu'après, il a fait plein de petits contrats pourris. Donc, si ça inclut les contrats de 10 jours, enfin les. Attends. Sacramento, Lakers, Cleveland. 9. Bonne réponse pour Shai. Dans l'ordre, Sacramento, Phoenix, Boston, Cleveland, Lakers, Denver, Washington, New Orleans, Dallas et Charlotte. Ah, il en a fait beaucoup sur la fin, des petits contrats. Il a re-signé en J-League, là. Oui, avec. Non, c'est l'équipe du Jazz, non? La J-League du Jazz, je crois. Ouais, je crois. J'ai un doute sur l'affiliation, mais il rejoue là en J-League. Antoine, prêt? Ouais. Nouvelle question. Attention, derrière Dirk et Schrempf, quel est l'Allemand avec le plus de saisons NBA jouées? Derrière Dirk et Schrempf, l'Allemand... Bah du coup, Sean Bradley, alors? Non, alors visiblement c'est pas lui, mais putain, bonne question. Pourquoi moi on m'a collé, l'Allemagne comme spécialité là? Non, je sais pas du tout. Honnêtement, attends, je regarde combien de saisons a joué Sean Bradley. Qui tu dis? Bah, Sean Bradley du coup. C'est pas la réponse. Ou c'est Chris Kaman. Chris Kaman, allez, je te l'accorde. Parce que j'ai pas eu le temps de vérifier combien de saisons a joué Sean Bradley, donc je te l'accorde. Je l'ai sur le buzzer. Ouais, c'est accordé. C'est dur parce que c'est pas des mecs. Il a fait une compétition avec l'Allemagne, quoi. Donc c'est forcément. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Même Sean Bradley, tu vois. C'est clair. Allez, quatrième question pour Shai. Qui finit deuxième lors du Slam Dunk Contest 1986 derrière le très petit Spud Webb? Bah c'est Dominique Wilkins. Bonne réponse. Shai, C'était les joueurs des Hawks, ouais. Absolument. Ceci dit, Antoine, tu n'as eu qu'une erreur, donc pour l'instant, vous vous débrouillez vraiment super bien. Et en plus, moi, j'ai eu un truc à choix multiple. Hein. J'aurais jamais trouvé le nombre de franchises d'Isaiah Thomas. Antoine, à E3, combien de matchs à 5 près, oh, ça c'est rude, ont cumulé Elias Harris, Tim Olbrecht et Tibor Pleiss, tous les 3 internationaux allemands, et passés en NBA entre 2013 et 2016? À combien près? À 5 près. 5 près. 57. Presque. 17. Ah oui, ok, d'accord. 17. 2 pour Harris avec les Lakers, 3 pour Olbrecht et 3 pour Tim Olbrecht avec Houston et 12 pour Tibor Pleiss avec Utah. Ouais, c'est pas cadeau. Tu t'es fait avoir, Antoine. Je te donnerai l'adresse de Michael après en off. Allez, Shai, dernière question. L'un des plus petits, entre guillemets, les plus connus en NBA l'un des plus petits, les plus connus en NBA est Nate Robinson. Pour quelle franchise a-t-il joué le plus de matchs de play-off?
New York, Boston, OKC ou Chicago? De playoff. Ça doit se jouer entre Boston et Chicago. Il me demande pas le nom, hein, on est d'accord? Non, il te demande avec quelle équipe il a joué le plus de matchs de playoff. Boston? Bonne réponse. 17 avec Boston, 0 avec New York, 3 avec OKC et 12 avec Chicago. Donc ça s'est joué à une série près, quasiment. Ok. Allez Antoine, dernière question. Avec 53 points, Dirk possède la meilleure marque allemande sur un match NBA, mais quel duo vient juste après avec 41 et 38 points? Franz Wagner, 41. Non, Franz Wagner, 38. Oui. Oh, je suis content de l'avoir eu. Et alors, 41, je vais dire Schrempf. Bonne réponse. Schrempf et Wagner, bravo. Et Wagner, c'est il n'y a pas longtemps. J'ai failli dire 41 pour Wagner, mais il n'y a pas longtemps, il a mis 38. Attends. Putain, c'est Wagner, 41. Est-ce que j'ai donné la bonne réponse? Non, en fait, non, t'as été bon, mais c'est moi qui t'ai mis dedans parce qu'en fait, j'avais pas vu. Autant pour moi, c'est moi qui sais pas lire un mail correctement. Il donnait trois duos. Allez, je te le redonne. C'est pas la bonne réponse, je te donne les 3 duos proposés. Okay, c'était Schrempf-Wagner, Schrempf-Schroeder ou Schroeder-Wagner. Ah ben oui, Schroeder. Schroeder-Wagner. Voilà, Schroeder-Wagner, effectivement. Allez, je te l'accorde parce que c'est moi qui n'avais pas posé correctement la question. C'est quand même Shai qui l'emporte d'une réponse. 2 réponses. Est-ce que je vous donne... Allez, si, je vous donne le tiebreaker quand même, juste pour le kiff. Donc, un tiebreaker qui vaut 5 points. Alors, c'est un qui suis-je. D'accord? Donc, je vous donne des éléments. Il faut que vous trouviez de qui je parle. Vous êtes prêts tous les deux? C'est sa spécialité, il va me torcher normalement. Draft, non. Il y a un message en gras pour Antoine, il y a marqué « Et non pas d'année ni de place de draft, Monsieur Pimel ». Il est marqué. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... Parce que la dernière fois, il avait trouvé grâce à la... Dès qu'il y avait la mention de la place de draft, il avait... C'est vrai. Allez, c'est parti. J'ai joué 16 saisons en NBA. Je suis un meneur de seulement 1m78. J'ai joué avec Antoine Rigaudot, Michael Pietrus et Tariq Abdul-Wahad. Je suis 6e du MIP 1995 avec 13 points et 8 passes. Je suis champion NBA en 1999. Avery Johnson. Bonne réponse, Shai. Bien Bien vu. J'essaie de l'égrener là, le champion NBA en 99. C'est quand même gros. Voilà. Parce que derrière, il y avait je suis coach de l'année en 2006. Mon numéro 6 a été retiré par les Spurs. Et puis, il était à Dallas, c'est pour ça qu'il a joué avec Nice. Rigaudot. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur Avery Johnson et les Spurs, je vous rappelle qu'il y a un MOOC qui est toujours disponible sur Basket Session. Absolument. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Très beau. Bah c'est tout, ça sera tout pour nous aujourd'hui. Pardon, c'est vrai que du coup j'oublie que c'est moi qui dois faire la conclue. Antoine a été reparti vérifier les stats de Detlef Schrempf pour vérifier si c'était pas après une boule. Non, oui, bien sûr. Merci à tous pour les questions, merci pour les quiz. C'est très sympa ces quiz à la fin au passage. C'est vraiment cool. Et du coup, n'hésitez pas à continuer à envoyer des questions, des quiz, cqfr.rivers@gmail.com. J'espère que vous avez passé un super week-end. Et on se retrouve dès lundi pour un nouveau CQFR. Cette fois-ci, on fera le CQFR récap des matchs. En attendant, n'oubliez pas, le week-end, vous pouvez retrouver le Hoop Culture et le Moop Deep. Donc voilà, restez branchés. Ciao à tous. Ciao.